La tragédie du peuple, la confédération des États du Sahel face à ces grands défis imminents et pressants. Quels sont les grands défis de la confédération des États du Sahel? J'en dénombre tranquillement 4. Premier défi, le défi sécuritaire. Deuxième défi, le défi économique. Troisième défi, le défi institutionnel politique. Et puis, quatrième défi, le défi, on va dire, diplomatique. Je commence par le premier défi, auquel sont confrontés les dirigeants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la puissance politique la plus admirée et la plus aimée des Africaines et des Africains éveillés de la planète Terre. C'est le défi sécuritaire. Comment se présente le défi sécuritaire? Je voudrais faire quelques rappels. J'ai élaboré une théorie qui est toujours opérationnelle. C'est la théorie de l'oignon géostratégique. J'ai expliqué que l'Alliance des États du Sahel se trouvait de fait encerclée par 3 couches d'armées, plus ou moins visibles. La première couche qui essaye d'étouffer l'Alliance des États du Sahel, ce sont les groupes armés terroristes Al-Qaïda et État islamique, qui sont des organisations créées par l'OTAN dans les années 80 et dans les années 2000. Ça, c'est la première couche, les GAT, groupes armés terroristes. Vous imaginez bien un oignon, hein? Là, je viens de tracer. Au milieu, il y a le noyau de l'oignon, c'est l'AES. Et autour de l'AES, premier cercle autour du noyau de l'AES, les GAT, groupes armés terroristes. Sur qui les groupes armés terroristes s'appuient-ils? Sur qui se replient-ils? Sur qui s'alimentent-ils pour attaquer l'Alliance des États du Sahel? Quelle question? Ils s'alimentent sur les pays de la CEDEAO et les pays d'Afrique du Nord qui sont en réalité des proxies, des valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, c'est-à-dire globalement de l'OTAN. Quels sont ces pays? Les pays de la CEDEAO, frontière sud, c'est tout naturellement le Nigeria, le Bénin, le Ghana, le Togo, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée-Conakry, toute cette frontière sud de l'Alliance des États du Sahel, elle est couverte de pays qui n'ont pas rompu les liens d'allégeance avec les puissances de l'OTAN. Et ces pays sont des pays de la CEDEAO. On continue à remonter. La Guinée, le Libéria, la Gambie, le Sénégal, tous ces pays-là sont toujours des pays de la CEDEAO, mais qui sont soumis à l'impérialisme occidental. C'est le cas de la Guinée-Bissau. Ils encerclent l'AES. Maintenant, vous remontez. Quand vous montez vers le nord-ouest, vous trouvez la Mauritanie. Quand vous remontez, après la Mauritanie, vous cassez à droite, vous tombez sur l'immense Algérie, qui est une base arrière monumentale comme la Mauritanie, des groupes armés terroristes. Et la boucle est bouclée. Ça, c'est le deuxième grand cercle. Les pays de la CEDEAO et les pays du Maghreb qui sont des valets, qui sont des coopérants de l'OTAN. Et qui font que leurs pays sont des bases arrières. Chaque fois que les groupes terroristes connaissent des défaites sévères au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, ils s'enfuient en Côte d'Ivoire. Ils s'enfuient au Bénin. Ils essayent de s'enfuir. Au Togo, c'est de plus en plus difficile. Ils essayent de s'enfuir au Ghana. Avant, c'était même très facile. Le Ghana, menant, sous le président Nana Akufo-Addo, une politique de complaisance. Cela a été révélé par une enquête de Reuters envers les groupes terroristes. Ils se replient tranquillement en Algérie. Ils se replient tranquillement en Mauritanie, où ils sont bien soignés, bichonnés, réarmés. D'accord? Et ils se replient au Sénégal. C'est le cas de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, qui a clairement revendiqué la participation de son ambassade à l'attaque sauvage, barbare, terroriste de la fin juillet 2024 contre l'armée malienne à Tinzaouaten, dans le nord du Mali. Attaque à l'occasion de laquelle des dizaines de soldats maliens et des dizaines de soldats russes ont trouvé la mort. Ça s'appelle la deuxième couche de l'oignon géostratégique contre l'Alliance des États du Sahel. La troisième couche. Mais c'est l'OTAN elle-même. Ce sont les forces de l'OTAN qui, comme vous le savez, ont un commandement pour l'Afrique, basé à Stuttgart en Allemagne, et une capacité de projection sur tout le continent en termes de satellites, en termes de bases militaires. Vous savez, les États-Unis, rien qu'eux, ont près de 800 bases militaires dans le monde. Donc, l'Afrique est sous occupation militaire.
avec ces gens-là. Et donc, les organisations terroristes qui opèrent contre l'Alliance des États du Sahel bénéficient de cet environnement, de soutien, de complaisance, de couverture et même de légitimation. Alors, quelle est la solution à ce problème, à ce défi stratégique? C'est bien sûr ce que font les pays de l'Alliance des États du Sahel, le renforcement de leur capacité défensive, le renforcement de la force sahélienne, interarmée, de l'armée internationale de la Confédération de l'AES. Vraiment, tout ce que les pays de l'Alliance des États du Sahel ont fait jusqu'ici est absolument décisif. C'est grâce à cela que ces pays, que ces États tiennent debout. Si le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont debout, c'est vraiment à cause des efforts énormes qui ont été fournis pour redresser des armées qui avaient été mises à genoux par l'OTAN, mises à genoux par le néocolonialisme français, par le FMI, la Banque mondiale, afin de préparer l'estocade de 2011. Comme ils avaient préparé l'estocade de la dévaluation de 1994 à travers leur pseudo-démocratie de juin 1990, discours de la Bolle. Parce que eux, pour affaiblir l'Afrique, ils commencent toujours par venir avec des intentions nobles. Derrière ces intentions nobles se cachent des plans ignobles. Alors, sur le plan sécuritaire, le défi est celui-là. Il est plutôt bien affronté en interne par les États. Mais, tout le monde a compris par ma démonstration de l'oignon géostratégique que tant que la révolution progressiste populaire ne s'est pas étendue aux pays de la CEDEAO et à l'ensemble des pays africains, je pense à mon pays natal, le Cameroun, au cœur de l'Afrique centrale, l'AES n'aura pas la paix. Je recommence. Tant que la révolution progressiste populaire, la révolution panafricaniste, l'Alliance des États du Sahel, ne s'est pas étendue à l'ensemble des pays de la CEDEAO, et notamment ne s'est pas correctement étendue jusque dans l'Afrique centrale, l'Alliance des États du Sahel sera toujours harcelée par ses frontières sud, ouest et est, et par sa frontière nord. Alors que si la révolution progressiste populaire embrasait l'actuelle CEDEAO et embrasait l'Afrique centrale, l'AES aurait désormais derrière elle des gouvernements des États amis. Et l'AES pourrait efficacement jouer le rôle de grande barrière de l'Afrique noire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? En décrivant du mieux que je peux le dispositif qui naîtrait. Imaginez que des pays comme le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Imaginez que tous ces pays-là aient des régimes engagés dans la révolution panafricaniste, dans la révolution progressiste populaire. Et il s'en suivrait que l'Alliance des États du Sahel serait en sécurité sur ses frontières sud. Et elle pourrait utilement se concentrer sur l'hostilité manifestée à ses frontières nord par l'Algérie, à ses frontières nord-est par, la Mauritanie, complice des groupes terroristes et des puissances, néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN. D'où mon raisonnement est le suivant: le défi sécuritaire ne sera jamais parachevé tant que la révolution populaire ne va pas s'étendre. Écrivez ça. Parce que l'AES sera toujours attaquée de toutes parts tant que la révolution ne sera pas éteinte. Alors, quelles sont les conditions pour que cette révolution s'étende? Mais les populations des pays qui sont sous l'emprise des valets du néocolonialisme et de l'impérialisme ont des responsabilités. Nous, en tant que peuple et citoyens, mais nous avons la responsabilité de nous libérer. Les peuples sont plus puissants que n'importe qui, à condition qu'ils soient conscients. Mais également les classes politiques de tous ces pays de la CEDEAO, de ces pays de l'Afrique centrale, ces classes politiques doivent prendre conscience qu'il leur faut participer aux côtés de l'AES à la véritable libération du continent. Cette double prise de conscience des peuples et des élites peut produire ces révolutions. Et, bien sûr, si ces révolutions avaient à se produire, l'Alliance des États du Sahel ne devrait pas bouder le plaisir de soutenir. Parce que de toutes les façons, ce sont ces mêmes pays qui soutiennent ceux qui attaquent l'AES. Maintenant, je vais parler du défi économique. Le grand défi économique, c'est de réussir à sortir de la domination économique de la Banque de France à travers le franc CFA, sans basculer immédiatement dans une crise économique sévère qui aurait le risque de retourner la population contre l'élite révolutionnaire panafricaniste. Je recommence. Sur le plan économique, quel est le défi? Sortir de la dépendance envers la Banque de France, c'est-à-dire sortir du franc CFA, sans aller immédiatement dans une crise économique tellement sévère que les populations en viennent à se retourner contre les dirigeants.
Donc il s'agit d'une transition réussie vers la souveraineté monétaire. Parce qu'en fait, le terrorisme est financé par le CFA. Et il est d'autant plus facilement financé que la Banque de France, il suffit qu'elle tire des billets de CFA et que ces billets se retrouvent entre les mains des terroristes pour que les terroristes se retrouvent dans leurs mains avec nos richesses. Puisque partout, en Afrique, nous acceptons le CFA, il s'ensuit que celui qui fabrique le CFA possède nos richesses. Par conséquent, il peut financer le terrorisme. Parce que les terroristes viennent acheter des terres en Afrique avec l'argent du terrorisme, avec les francs CFA qu'on leur a donnés. Ils viennent acheter des motos. Ils viennent acheter du matériel pour fabriquer des bombes. Ils achètent même des consciences. Ils achètent des êtres humains qu'ils réduisent en esclavage à leur côté. Ils achètent des troupes, des recrues, avec cet argent facile. Donc, mettre fin au CFA, c'est aussi couper l'une des mamelles de financement du terrorisme. Une mamelle facile. D'autant plus que le franc CFA n'est rien d'autre que l'argent des Africains capté à travers une monnaie néocoloniale pour être redistribué à des terroristes qui attaquent les Africains. De telle façon que le terrorisme en Afrique est entretenu par l'argent des Africains. Ce sont les Africains qui financent le terrorisme en échangeant leurs richesses en échange du CFA. Est-ce que les gens comprennent ce que je veux dire? Attendez que je cherche si j'ai des CFA ici. Je vois que j'en ai quelques-uns que je peux montrer en illustration. Je dois en avoir. Un instant, mes amis. Parce qu'il faut que les gens voient peut-être encore cette monnaie pour qu'ils comprennent le mal qu'elle peut nous faire. Cette monnaie, le mal qu'elle peut nous faire. Est-ce que j'en ai encore, ne serait-ce qu'un traître exemplaire dans mes affaires? Vous pouvez m'en donner là, il y en a sur la télé. S'il y a quelqu'un au salon, donnez-moi, il y a du CFA sur la télé. Donnez-moi quelques billets que je... Aujourd'hui, là, c'est les démonstrations concrètes. Qui est là? Donnez-moi. Voilà, très bien. Merci. Bon, voilà. Voici quelques billets de cette monnaie qui fait la honte du continent. Hop. Voilà. Voici quelques billets de cette monnaie qui fait la honte du continent africain. Une monnaie qui a été créée en 1945 par De Gaulle et avec laquelle ils se permettent de venir en Afrique recevoir en échange nos richesses. Et bon. Cette monnaie est fabriquée par la Banque de France. Mais elle ne fonctionne pas, elle n'est pas acceptée en France. Vous ne pouvez pas la présenter en France pour avoir en échange de l'argent français. Non. Les restrictions sont telles que, même entre les zones ouest ou occidentales du franc CFA et la zone d'Afrique centrale, vous ne pouvez pas directement passer. Par exemple, d'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest, avec le franc CFA d'Afrique centrale, vous avez des problèmes. Ça ne passe pas. Bon, par contre, ça, par exemple, là, c'est la version d'Afrique, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Où que vous soyez dans toute l'Afrique de l'Ouest, ça, vous pouvez obtenir l'équivalent d'une marchandise de 2000 francs CFA avec ça. Donc, avec ça, si on donne ça à un terroriste, il va aller au marché, il va pouvoir s'acheter de la viande, il va pouvoir s'acheter du pain, il va pouvoir s'acheter de la sardine, il va pouvoir s'acheter peut-être un demi-litre d'huile, bref. Il va pouvoir faire ses courses avec cette monnaie, le terroriste. N'est-ce pas? Mais en fait, cette monnaie, elle a de la valeur. Pourquoi? Parce que vous, nous, Africains, nous donnons en échange de nos richesses, nous donnons en échange nos richesses en échange de cette monnaie. On nous donne cette monnaie et nous nous donnons nos richesses. Par conséquent, celui qui fabrique cette monnaie, en fait, la seule dépense qu'il fait, c'est la dépense du papier, l'imprimerie, hein, l'encre, hein, comment on peut dire, tout ce qui permet en quelque sorte de préserver l'identité physique, hein, de rendre difficile l'imitation, la duplication de cette monnaie. Bon, voilà, il dépense là-dessus, d'accord? Mais pour tout le reste, la valeur de cette monnaie, imaginons que dans un billet comme celui-ci de 2000, il y a peut-être une dépense de fabrication de 200 ou 300 francs CFA. Imaginons comme ça à tout hasard. Mais le reste des 1700 qu'il y a dedans, et qui ne sont pas la dépense de fabrication, ni de transport de cette monnaie, c'est votre richesse. C'est notre richesse en Afrique.
qui est représenté dedans. Donc voilà des gars, ils sont assis à la Banque de France, ils fabriquent des billets de banque qui représentent nos richesses. C'est-à-dire notre or, notre huile, notre café, notre cacao. Les gars, il leur suffit de fabriquer beaucoup de ces trucs-là et ils les ont. Mais dites-moi alors comment on peut pas, comment est-ce qu'on ne peut pas financer le terrorisme quand on possède une monnaie comme ça? Hein? Est-ce que c'est compliqué le financement du terrorisme? Quand je possède un bout de papier que tu accepteras toujours en échange de tes richesses. Stafroullah. Hey! Noël Kelly. Jésus, Marie, Joseph, comme diraient les chrétiens. Hein? Oui. Ça, c'est cette monnaie que vous voyez là, c'est la sorcellerie. Hein. Quand on parle de sorcellerie souvent au village, là, vous pensez que c'est compliqué, les gens doivent s'envoler sur des fils. Non! Ces gars qui ont fabriqué le CFA là, c'est des sorciers. Gros grains. Des sorciers gros grains. Tu restes dans ta maison, tu fabriques un papier qui te donne le droit sur tout ce que possèdent 15 pays. Stafroullah. Ouf! Et puis quand dans ce pays, il y a des gens qui se lèvent pour dire non, c'est pas bien, etc. Tu finances des coups d'État, des rébellions, tu finances des terroristes qui les attaquent. Et tu payes les terroristes avec l'argent de ces pays. C'est-à-dire que les Africains financent les terroristes qui les tuent. Parce qu'en fait, c'est parce que nous acceptons ça en échange de nos richesses que les terroristes sont payés, nourris, logés, blanchis, véhiculés, armés. Vous comprenez? Oui, attendez, on va bloquer. Il y a un certain Mustapha qui dérange sur YouTube. On va donc le bloquer puisqu'il ne veut pas apprendre. Voilà, Mustapha. Ah, d'accord. Je l'envoie loin. Je l'envoie paître. Voilà, Mustapha. Allez voir au diable, vous verrez si j'y suis. Bon, non, je suis en pleine démonstration. Le défi économique, c'est que les pays de l'Alliance des États du Sahel et tous les pays africains doivent sortir de ce truc. Parce que c'est une arnaque. Ça, c'est du vol, hein. En langage simple. Si je veux expliquer ça à ma fille Emma, qui est au CP, je dis ça a été fabriqué pour voler les richesses des Africains. C'est la contrefaçon et de l'arnaque. CFA. Contrefaçon, arnaque. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas être assis chez vous, vous fabriquez un papier qui vous donne le pouvoir sur les richesses de 15 pays qui sont chez eux. Et qui n'ont aucun pouvoir sur vos richesses. Parce que vous dévaluez en plus le papier. En leur disant, attention, votre papier, il ne vaut pas notre papier. Hein. Votre papier vaut 650 fois moins que notre papier. 650 fois moins. C'est-à-dire que voilà, 1 euro est égal à 650 francs CFA. C'est-à-dire que pour que quelqu'un ait 1 euro, il faut vraiment qu'il soit dépouillé de 650 francs CFA. C'est-à-dire que le franc CFA, il vaut 650 fois moins que l'euro. Chez nous au Cameroun, on appelle ça le njor. Njor, c'est-à-dire le cadeau. C'est le njor. Alors donc, il y a un grand enjeu dans l'abolition de cette monnaie. Nous devons être la génération qui met fin au CFA. C'est notre responsabilité envers nos descendants. C'est notre responsabilité envers le monde libre. C'est notre responsabilité même envers nos ancêtres qui ont été colonisés, esclavagisés, qui n'ont pas eu le temps de se libérer, qui n'ont pas eu l'opportunité, comme nous, de se libérer. Mais en même temps, on nous attend au Courbon. Et l'AES est en particulier dans une situation délicate parce que elle est entourée de pays de la CEDEAO, dont des pays qui sont restés esclaves du CFA. Ces pays, inévitablement, vont servir de base arrière pour saboter la nouvelle monnaie sahélienne. Un peu sur le modèle de ce qui fut fait pour faire tomber, par tous les moyens possibles, l'économie guinéenne sous Ahmed Sékou Touré. Vous vous en souvenez? Alors donc, c'est un très grand défi. Et alors, comment peut-on remonter ce défi? Vous savez, quand je vous parle des défis de l'AES, je veille toujours en tant que conseiller politique, en tant qu'analyste, en tant que fils de l'Afrique, à proposer mes modestes solutions. Il faut ouvrir incessamment une campagne de préparation de tous les acteurs économiques, de tous les acteurs sociaux à la transition monétaire. Il faut sortir le sujet monétaire de ce qu'il est encore dans plusieurs milieux un tabou. Il ne faut pas en parler
de manière mystique, de manière mystérieuse, de manière magique. Parce que ça contribue à alimenter les fantasmes et les peurs dans notre population. Il faut que les cartes soient posées sur table. Que, par anticipation, les garanties soient données à tous les partenaires économiques fiables et sérieux que la transition est maîtrisée et que la transition va se faire par des hommes et des femmes qui maîtrisent la chose économique. Donc je pense qu'il faut une immense campagne de pédagogie citoyenne anticipée, de préparation psychologique, de préparation morale et même spirituelle à cette transition. Ça c'est un. De deux, il faut d'ores et déjà engager la revendication des droits fondamentaux des peuples africains envers la Banque de France. Il y a cette fameuse question des avoirs. Il y a cette fameuse question de la dette. Il y a cette fameuse question des réserves de change. Tout cela doit être impérativement traité. Il y a cette fameuse question des bons du trésor. Tout ce qui relève des droits et des obligations que la Banque de France a envers les Africains doit déjà être débattu. Il faut ouvrir le débat. Il ne faut pas attendre. Je pense qu'il faut anticiper sur ces questions-là et poser clairement les revendications de l'Afrique. En sachant qu'en face, il y a des gens qui voudront ne rien faire du tout, qui voudront tourner la page du franc CFA d'une manière qui coûte trop cher aux Africains et qui leur fasse regretter de l'avoir quitté. Il faut s'y préparer. Enfin, dernière recommandation sur cette question économique, il nous faut continuer, que ce soit dans la zone de l'AOS ou partout, à stimuler l'économie, à stimuler la création d'entreprises. En effet, d'abord, la mutualisation de la sécurité, la popularisation de la sécurité donne du travail dans les secteurs de la défense et de la sécurité. La stratégie des chantiers populaires de développement endogène, tel Faso Mebo, au Burkina Faso, doit être généralisée dans tous les pays africains, en général, sahéliens en particulier. Il faut mettre le peuple au travail. Il ne faut plus qu'on entende parler de chômage. Partout, le peuple doit être au travail. Il faut que les gens soient engagés, que les gens soient dans la pratique de leur libération. Comme le disait de façon très éclairée le président Thomas Sankara. Voilà, pour ma part, les recommandations. Mais nous attendons avec ferveur la transition monétaire. Et de toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Nous devons être la génération qui rend à l'Afrique sa souveraineté monétaire. Voilà pour, la question économique. Il y a la question politique. La question politique, c'est l'évolution de la confédération vers la fédération, c'est-à-dire l'intégration régionale. Je voudrais saluer les efforts faramineux qui ont été abattus par les trois dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et leur gouvernement pour rapprocher les pratiques, pour créer une harmonie, une convergence à tous les niveaux. Il faut vraiment saluer le travail de tous les ministres qui se concertent en permanence, du Burkina, du Mali, du Niger, pour construire une politique commune sur plusieurs terrains. Il faut saluer cela. Et je voudrais ici, excusez-moi, je change simplement pour mieux charger une machine. Il faut saluer ici l'abnégation avec laquelle, secteur par secteur, secteur de la justice, secteur de la diplomatie, secteur de l'économie, ces ministres travaillent ensemble. Secteur militaire, ces armées travaillent ensemble. Ont déjà une habitude de vie commune qui est un très grand espoir pour l'unité africaine. Il faut les saluer. Et il faut continuer ici à encourager l'institutionnalisation forte de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel doit continuer à se doter d'institutions qui intègrent efficacement les institutions nationales et qu'elles soient opérationnelles. C'est une question de temps. Plus tôt les institutions de la Confédération seront opérationnelles, mieux celle-ci sera capable de répondre à des menaces d'échelle. C'est le grand défi politique, accélérer la constitution institutionnelle sans bâcler les choses. Je viens enfin à ce que j'appelle le grand défi diplomatique. Alors diplomatiquement, l'Alliance des États du Sahel est le cœur, en quelque sorte, de l'espoir des Africains aujourd'hui. Parce que c'est la seule alliance qui dit la vérité sur les rapports de force politique internationale. C'est la seule alliance qui énonce très clairement les exigences, les intérêts vitaux, la liberté de partenariat stratégique des Africains et qui revendique crânement le principe de souveraineté. Je donne un exemple. C'est l'attitude du Mali quand les États-Unis ont décidé de mettre à $10 000 la caution de demande de visa. Les Maliens leur ont opposé, à la manière d'ailleurs des Tchadiens.
de Mahamat Idriss Déby Itno, que je salue, ils leur ont opposé juste l'expérience de la réciprocité. À partir de maintenant, tout citoyen américain qui veut venir chez nous sera soumis aux mêmes règles que celles que vous nous imposez. Alors qu'on pensait que cette décision allait surtout peser sur les Maliens qui veulent aller aux États-Unis, on s'est rapidement rendu compte que cette décision était une balle tirée dans son propre pied par le géant Yankee. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est lui qui est à la recherche de son expansion sur les champs de pétrole, sur les champs d'or, sur les champs de manganèse, sur les champs de gaz. C'est lui qui est constamment à la recherche de nouveaux marchés. Comment va-t-il pouvoir faire des affaires avec nous si il rend difficile, eh bien, l'expatriation de ses concitoyens, l'expatriation de ces petites et moyennes entreprises? Ce sont eux qui sont capitalistes, c'est-à-dire qui veulent absolument aller partout où il y a des richesses. Et c'est encore eux qui rendent difficile l'accès à leur territoire. En fait, ils se tirent une balle dans le pied. Très rapidement, ils se sont rendus compte que eux, ils ont plus à perdre en compliquant la vie aux Maliens que les Maliens auraient à perdre en leur compliquant la vie. Ils ont levé, eh bien, la condition. Alors, donc, il faut que l'Alliance des États du Sahel monte en intégration diplomatique. C'est-à-dire que des positions comme celle-ci soient plus facilement systématiques de toute l'Alliance. Positions envers un certain nombre de puissances qui ne veulent pas respecter tel ou tel État de l'Alliance doivent beaucoup plus facilement déclencher des positions communes. Et cela donne à l'Alliance une robustesse diplomatique qui est déjà formidable. Et nous saluons les efforts de nos dirigeants. Nous savons qu'il n'est pas facile de mettre en pratique des pratiques différentes, des traditions, des administrations différentes et des habitudes différentes. C'est pas facile. Je salue le pouvoir, eh bien, de dynamiser, de bouger les hommes, les femmes, eh bien, des présidents Goïta, Traoré et Tiani. Par expérience, je sais que ce n'est pas facile. Mais la diplomatie de l'AES doit continuer à monter en puissance pour que la voix de l'AES tonne comme elle a tonné aux Nations Unies en septembre 2025, qu'elle tonne encore mieux dans les prochaines années. Il faut que sur tous les terrains diplomatiques, on observe une systématicité et une cohérence des positions. Tout cela rassure les peuples, rassure l'Afrique, rassure les amis de la future République fédérale, eh bien, des États-Unis d'Afrique. Eh bien, tout cela rassure. Le fait que la cohésion, eh bien, diplomatique de l'AES s'accélère. Mes chers amis, voilà les défis que je voulais souligner, mais je ne conclurai pas ce point sans avoir attiré l'attention de l'Alliance des États du Sahel sur les velléités de menaces qui ont été énoncées contre le Nigeria et dont j'ai donné une conférence dans la journée. On commettrait une erreur en pensant que c'est seulement la CEDEAO qui serait menacée par la boulimie pétrolière de Donald Trump. En effet, depuis quelques années, le grand milliardaire nigérian, eh bien, Dangote, est en train de développer une capacité de raffinage, de raffinerie, qui permet au Nigeria progressivement de devenir le maître de toute la filière de son pétrole. C'est-à-dire de produire la quasi-totalité des produits finis du pétrole sur place. Au fur et à mesure que l'investissement du milliardaire Dangote est en train de doter son pays de l'ensemble de la filière pétrole, et notamment de toutes les filières de valeur ajoutée, on observe une très grande nervosité des grandes puissances impérialistes occidentales qui étaient habituées à recevoir le brut exporté du Nigeria dans leurs raffineries dans le nord et en faire des produits finis qu'on revend aux Africains à prix d'or. La colère du président Donald Trump ne porte pas tant sur la protection des chrétiens que sur la perte du marché de la transformation du brut nigérian par les multinationales américaines. C'est parce que le Nigeria, entre autres à travers une initiative comme celle de Dangote, Aliko, est en train de sortir de la filière d'extraction et d'exportation du brut pour aller vers la filière d'extraction, de transformation et de distribution locale suffisante du brut à bas prix, ce qui est la condition d'un décollage économique réussi de la sous-région nigériane et ouest-africaine. Voilà pourquoi M. Trump monte sur ses grands chevaux. C'est un motif, en réalité, c'est de la pression commerciale. C'est de la pression commerciale et c'est exactement la même pression qu'il exerce sur le Venezuela, eh bien, de Nicolas Maduro. Ce n'est pas pour combattre les narcotrafiquants, c'est pour mettre la main sur la manne pétrolière vénézuélienne. Ce n'est pas pour protéger les malheureux chrétiens qui ne sont pas plus attaqués que les musulmans et que l'ensemble des Africains au Nigeria. Non, c'est pour mettre la main sur le formidable magot, eh bien, du pétrole nigérien, le Nigeria,
première puissance pétrolière au sud du Sahara. C'est ça le but. Or, une campagne militaire contre le Nigeria signifie la déstabilisation du Niger. Elle signifie la déstabilisation du Burkina Faso. Elle signifie la déstabilisation du Mali. Elle signifie la déstabilisation du Tchad. Tous les pays de la CEDEAO seront déstabilisés. Le Cameroun sera déstabilisé. Toute l'Afrique centrale serait déstabilisée. Si 200 millions de Nigérians devaient prendre les routes en raison d'une guerre fratricide. Donc, la menace d'agression militaire qui pèse contre le Nigeria est en réalité une tentative de déflagration généralisée contre le continent africain. C'est la tentative de prolonger le vaste plan de déstabilisation de l'Afrique qui avait été commencé par la destruction, le saccage de la Libye en 2011, l'invasion du Sahel, la recolonisation militaire du Sahel par l'ONU et par les armées occidentales. Tout cela, si vous lisez les discours qui étaient tenus à l'époque, les armées occidentales prétendaient qu'elles viendraient sécuriser le golfe de Guinée parce qu'elles prévoyaient déjà dans toutes leurs déclarations aux officiels que les terroristes s'étendraient jusqu'au golfe de Guinée. Or, on a bien compris que les terroristes sont les pionniers des armées néocolonialistes et impérialistes occidentales, puisque les organisations terroristes ont été créées par les services occidentaux pour déstabiliser les pays dont ils veulent s'emparer des ressources naturelles. Voilà pourquoi, dans l'Alliance des États du Sahel, tout comme en Afrique centrale, on aurait bien tort de regarder ce qui se passe au Nigeria, comme on a pris l'habitude, à cause de notre division mentale, à cause de notre aliénation mentale d'Africains, de regarder les déstabilisations qui se passent dans les pays voisins. Ça se passait jusqu'ici, pendant plusieurs années, en République démocratique du Congo. C'est descendu au Mozambique. C'est là où les Mozambicains ont compris ce qui arrive à la RD Congo. Ce qui se passait là. Maintenant, au Sahel, les menaces d'agression contre le Sahel. Il y a des gens au Nigeria qui pensaient que ça n'arriverait jamais. Voilà que les États-Unis menacent d'agresser le Nigeria. Pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas assez, partout sur le continent, la loi du tous pour un pour tous, le principe d'action-réaction et la loi de vibration. Là, il faut que l'Alliance des États du Sahel regarde sérieusement, très sérieusement, les menaces américaines contre le Nigeria, comme étant des menaces contre elles-mêmes. Parce que sous couvert de venir combattre les terroristes au Nigeria, on peut en profiter pour tirer sur le Niger. On peut en profiter pour tirer sur le Mali et sur le Burkina Faso. On peut en profiter pour tirer sur le Tchad. Donc ceux qui sont assis autour du Nigeria là, et qui pensent que c'est seulement Tinubu qui a chaud, ils commettent une erreur de lecture géopolitique et géostratégique. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel, qui est aujourd'hui la gardienne de la doctrine panafricaniste révolutionnaire, doit être particulièrement attentive. Et c'est ma manière de participer à cette vigilance que d'en faire le troisième sujet de cette conférence panoramique.